Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais adresser des remerciements chaleureux aux organisateurs, Florent Gollier-Camus, Alain Pariente, Nicolas Gropper, l'Institut Léon Duguy et l'Université de Bordeaux qui nous accueillent. Et j'ajouterais même le personnel commercial d'Air France, mais ça, c'est pour une toute autre raison. Alors, jusqu'en 2023, s'interroger sur la nature juridique du régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables était une source inépuisable de controverses doctrinales. Le débat était-il une réparation ou une punition? La Cour de discipline budgétaire et financière était-elle une juridiction disciplinaire? La somme irrémissible introduite par la réforme de 2011 était-elle une amende? Le juge des comptes jugeait-il vraiment les comptes et non les comptables, etc. Alors, de ce point de vue, ma communication risque de s'avérer un peu ennuyeuse, puisque toutes ces questions ont perdu beaucoup de leur intérêt avec l'ordonnance du 23 mars 2022. Désormais, les choses sont claires, ainsi que l'indique l'exposé des motifs de la loi d'habilitation à l'origine de l'ordonnance. Le nouveau régime ne visera qu'à réprimer les fautes caractérisées par un impact financier significatif. Alors, avant d'y insister, commençons par quelques évidences et traits communs avec le régime antérieur. Le régime de responsabilité financière du gestionnaire public demeurera en 2023 comme avant un régime de responsabilité personnelle, juridique et extra-contractuelle. D'abord, un régime de responsabilité personnelle, puisqu'il s'agit d'une responsabilité imputable non à la collectivité, mais à la personne même du gestionnaire public, une responsabilité nettement distincte de ce point de vue de la responsabilité administrative de droit commun qui est imputable à l'administration. C'est donc un régime de responsabilité qui nous met en face d'une hypothèse rare en droit public, celle d'un agent public ou d'un gestionnaire public qui est tenu personnellement responsable d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions, y compris en l'absence de faute personnelle telle qu'on l'entend classiquement. Deuxièmement, le régime de responsabilité du gestionnaire public est un régime de responsabilité juridique. La responsabilité financière est de nature juridique, en tout cas lorsqu'elle est engagée devant le juge. Son objet est d'assurer la régularité de la gestion publique, en particulier le respect des règles de la comptabilité publique. La faute grave exigée par l'ordonnance est toujours subordonnée à la réalisation d'une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'État. Et en ce sens, puisque cette responsabilité financière est axée sur la régularité, elle se distingue radicalement de la responsabilité politique, qui ne sanctionne aucune espèce d'infraction. La responsabilité politique ne fait que maintenir l'identité entre les gouvernants et les gouvernés. Et la responsabilité financière se distingue aussi radicalement de ce point de vue de la responsabilité managériale, qui là encore n'a pas vocation à sanctionner des irrégularités, mais à rétribuer les résultats de la performance. Du point de vue procédural, la responsabilité financière est de nature juridictionnelle, engagée, ça ne pose aucune espèce de difficulté non plus, on en reparlera peut-être, devant un juge qui présente toutes les garanties de l'équité. Et je dirais, et c'est là peut-être une nouveauté en 2023, cette responsabilité financière sera désormais engagée exclusivement de manière juridictionnelle, puisque toutes les formes d'apurement administratif des comptes ont été abrogées et le ministre des Finances perd quant à lui ses pouvoirs de débet administratif et de remise gracieuse. Enfin, et je n'insiste pas là-dessus, le régime de responsabilité est un régime extra-contractuel de responsabilité, puisqu'il est acquis depuis longtemps que les ordonnateurs et les comptables ne sont pas des mandataires du Parlement lorsqu'ils exécutent les lois de finances. Plus délicate était jusqu'en 2022-2023 la question des fondements et des fonctions sociales de la responsabilité financière. En règle générale, deux polarités se disputent lorsqu'on parle de responsabilité. Une polarité objective qui est axée sur la réparation d'un préjudice, d'une part, et une polarité subjective qui est axée sur la répression d'une faute, d'autre part. Dans la logique réparatoire ou restitutive, qui est le modèle de la responsabilité civile, l'intérêt de la victime est déterminant, c'est le préjudice qu'on cherche essentiellement à réparer, indépendamment de toute appréciation portée sur le fait générateur ou le comportement de l'auteur du dommage. À l'inverse, dans la logique ou dans la polarité répressive ou punitive, c'est le modèle de la responsabilité pénale, le comportement de l'auteur est déterminant,
c'est sa déviance par rapport à l'obligation juridique préexistante, c'est-à-dire sa faute, qu'on cherche essentiellement à réprimer. Alors, auquel des deux modèles se rattache la responsabilité financière du gestionnaire public? Jusqu'en 2023, la question demeurait hautement discutée et incertaine. On ne peut ici que renvoyer à la thèse de Florent Gollier-Camus, qui a parfaitement analysé ces questions. La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable était classiquement perçue comme objective et réparatoire avec le système du DB. Le juge des comptes n'était pas censé se prononcer sur des éléments extérieurs à la ligne de compte. En revanche, l'amende pour gestion de faits et plus généralement les amendes prononcées par la CDBF étaient classiquement assimilées à des sanctions ayant le caractère d'une punition. Et donc, ici, la logique répressive ou punitive prévalait. Il y avait donc une dichotomie dans la nature du régime de responsabilité du gestionnaire public, dichotomie qui confinait parfois à l'absurde, puisque en 2011, avec la réforme de 2011, la responsabilité du comptable pouvait changer de nature selon que son manquement avait ou non causé un préjudice financier. Si son manquement avait causé un préjudice financier, la responsabilité du gestionnaire public du comptable était plutôt de nature réparatoire. Dans l'autre hypothèse, en l'absence de préjudice financier, sa responsabilité devenait plutôt de nature répressive à raison du paiement de la somme irrémissible. Alors les choses sont désormais beaucoup plus claires puisque cette dichotomie a été abandonnée par l'ordonnance du 23 mars 2022 qui unifie le nouveau régime autour de modèles de la CDBF. De cette point de vue, donc, il n'y a pas de doute, le nouveau régime est incontestablement un régime répressif de responsabilité financière. Ce sera ma première partie. Mais c'est un régime répressif qui ne reste pas moins original, nettement distinct de la responsabilité pénale et disciplinaire, par exemple, et aussi marqué d'une certaine sélectivité sur laquelle je reviendrai. C'est donc un régime répressif original. D'abord, donc, pour commencer, un régime répressif incontestable. La nature incontestablement répressive du nouveau régime se déduit de deux éléments. La faute devient le fait générateur assumé de la responsabilité et la punition devient la sanction exclusive des gestionnaires reconnus responsables. La faute, donc, fondement assumé de la nouvelle responsabilité. La loi de 1963 n'exigeait de la commission d'aucune faute à proprement parler pour engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. L'idée de faute était en revanche au cœur du régime de responsabilité des ordonnateurs depuis la loi du 25 septembre 1948. La notion figure d'ailleurs dans la jurisprudence de la CDBF. Malgré cela, le terme de faute n'apparaissait pas, ne figurait pas dans les qualifications d'infraction retenues par le Code des juridictions financières. Avec l'ordonnance du 23 mars 2022, les choses sont désormais clarifiées. La faute devient le fondement assumé de la responsabilité financière. Elle est érigée en élément explicite de l'infraction générique définie à l'article L131-9 du Code de justice des juridictions financières. Alors, cette reconnaissance explicite de la faute par l'ordonnance est significativement forte. Elle témoigne de la volonté du législateur d'assortir les infractions financières d'un élément moral. Car en droit privé, en droit pénal en particulier, la faute est présentée comme l'élément moral de l'infraction. Derrière la faute, c'est donc la volonté du sujet de droit qui transparaît. Exiger une faute, c'est donc rompre avec l'objectivité séculaire de la responsabilité financière, en tout cas de celle des comptables. C'est affirmer que le juge financier n'est plus le juge des comptes. Alors, la faute ne figure mentionnée qu'une seule fois dans la nouvelle ordonnance. Sa référence est explicite dans l'infraction générique qui exige une faute grave. Mais néanmoins, la faute est un peu présente partout dans l'ordonnance, même de manière implicite. Pensons par exemple aux carences graves dans les contrôles ou omission et négligence répétées, qui renvoient très nettement à l'idée de faute non intentionnelle. Pensons encore à cette question de la méconnaissance de ses obligations par un gestionnaire qui agit donc en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect pour procurer un avantage à lui-même ou à autrui. C'est encore une fois ici l'idée de faute qui transparaît même si elle n'est pas explicitement mentionnée. Alors, seules les infractions formelles n'exigeront pas à proprement parler d'éléments moraux. Elles demeureront des fautes qu'on a pu qualifier de fautes objectives. La gestion de faits
n'exige pas non plus, à proprement parler, la situation de gestion de fait n'exigera pas non plus à proprement parler la commission d'une faute, mais on sait désormais que le juge exige pour donner suite aux poursuites des manœuvres dolosives, des intentions dolosives qui sont en réalité des fautes. La faute devient donc l'élément central. Elle n'est pas l'élément exclusif de l'engagement de la responsabilité. Encore faut-il que la faute grave ait commis un préjudice financier significatif. Mais cette condition n'est-elle vraiment une, puisqu'à suivre les théorèmes financiers proposés par Stéphanie Damaret, est-ce que toutes les fautes graves ne causeront pas des préjudices financiers significatifs? La question ici, peut-être, pourra être en discussion tout à l'heure. Deuxième indice de la nature proprement répressive du nouveau régime, la punition du gestionnaire fautif, qui devient la sanction exclusive. La mise en débât disparaît. La terminologie employée par l'ordonnance est nettement punitive. Elle rappelle le vocabulaire pénal. Il fait référence aux sanctions, aux amendes, aux poursuites, à la gravité des faits, à la commission de l'infraction, à la dispense de peine, à la manifestation de la vérité, etc. Il est donc à peu près certain que les amendes prononcées par la Chambre du contentieux de la Cour des comptes et de la Cour d'appel financière seront reconnues par le Conseil constitutionnel comme des sanctions ayant le caractère d'une punition. Et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est à peu près certain, assimilera sans doute la mise en cause d'un gestionnaire public à une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Un indice très révélateur du caractère punitif et absolument pas réparatoire de ces amendes, c'est qu'elles frapperont les gestionnaires publics sans souci de proportion exacte avec le dommage. Elles seront complètement décorrélées du montant des préjudices puisqu'elles seront plafonnées en fonction de considérations salariales, mais n'ont rien à voir a priori avec le préjudice. Et surtout, elles ne seront pas versées au bénéfice de la victime, mais, nous dit l'ordonnance, attribuées au budget de l'État qui ne sera pas toujours la collectivité, évidemment, victime du préjudice financier. Dès lors qu'elles revêtent le caractère d'une punition, ces sanctions devront respecter les principes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont les articles applicables à la procédure pénale. Et l'ordonnance du 23 mars 2022 se conforme bien à cette exigence constitutionnelle, puisqu'elle définit des infractions et des peines. Elle pose des principes de proportionnalité, de nécessité des peines, d'individualisation des peines. Elle pose même un principe de non bis in idem. Alors, ce régime de responsabilité est incontestablement répressif. Il demeure néanmoins un régime répressif original. Le nouveau régime unifié est original en ce qu'il est un régime autonome de la responsabilité d'autres types de régimes répressifs, de la responsabilité pénale et disciplinaire notamment. Original donc parce qu'il est autonome, original aussi parce qu'il est marqué d'une certaine sélectivité sur laquelle j'insisterai pour terminer. Un régime autonome, donc, pour commencer, la responsabilité financière se distingue nettement de la responsabilité pénale et de la responsabilité disciplinaire. L'intention du législateur a d'ailleurs toujours été de les séparer. Il suffit de relire les travaux préparatoires de la loi du 25 septembre 1948 créant la Cour de discipline budgétaire pour se rendre compte que l'intention était vraiment de créer un régime ad hoc spécifique. Vedel l'avait d'ailleurs souligné très rapidement en 1949, je crois. Le Conseil d'État ne s'y est jamais trompé, il n'a jamais assimilé les amendes CDBF à des sanctions disciplinaires. Le Conseil constitutionnel, lui, l'a fait dans une décision Stéphane R en 2014 qui a été particulièrement critiquée, mais je crois qu'il l'a fait pour mieux insister sur le caractère non pénal des amendes CDBF. Alors, cette autonomie entre répression financière et pénale disciplinaire d'autre part, est formellement confirmée par l'ordonnance du 23 mars 2022, puisque cette ordonnance autorise les cumuls de poursuites et de sanctions à l'article désormais L141-1-12 du nouveau code donc, des juridictions financières. Les poursuites seront possibles. Les poursuites devant la Cour ne feront pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. Ce cumul de poursuites et de sanctions a d'ailleurs été reconnu conforme à la Constitution sous certaines réserves. Alors, plus fondamentalement, qu'est-ce qui distingue ce nouveau régime répressif de la répression pénale telle qu'on la connaît? Parce qu'il est vrai qu'à lire l'ordonnance, et Stéphanie Damaret le disait à l'instant, ce nouveau régime a quand même une très forte coloration pénale dans sa procédure, mise en mouvement et exercice de l'action publique par le ministère public, instruction menée à charge et à décharge par un magistrat indépendant. On trouve même une référence dans le décret qui organise la procédure
devant les juridictions financières des renvois au code de procédure pénale s'agissant de l'audition des témoins, par exemple, et de leur prestation de serment. Donc, coloration pénale dans la procédure, coloration pénale dans l'échelle des fautes réprimées, puisque la faute grave, intentionnelle, les fautes non intentionnelles, les infractions formelles renvoient peu ou prou à l'idée de dol, faute intentionnelle pénale, faute non intentionnelle pénale et les fautes contraventionnelles pénales. Donc, ici, on a aussi une échelle qui est assez marquée d'éléments pénaux. Et puis, les amendes rappellent les peines pécuniaires prononcées par le juge pénal. Mais la répression financière me semble se distinguer sur deux aspects de la procédure du droit pénal, en tout cas. Le premier est, peut-être que Nicolas Grosperrin ne sera pas tout à fait d'accord, je crois que l'idée d'un champ de justiciable est profondément antithétique avec la responsabilité pénale qui, certes, vise parfois des personnes dépositaires d'autorité publique, mais je crois que la responsabilité pénale est quand même assez indifférente à cette idée de champ de justiciable qui viendrait restreindre d'une certaine manière le champ de justiciable dont la responsabilité pénale peut être engagée. Et puis, surtout, je dirais, deuxièmement, la responsabilité pénale ne protège pas les mêmes intérêts sociaux que la responsabilité financière. Dans le champ de l'action publique, elle réprime les manquements à la probité, c'est-à-dire à l'honnêteté des gouvernants. L'honnêteté des gouvernants, c'est le fondement du contrat social. Locke l'avait dit, la confiance que doivent inspirer les gouvernants aux gouvernés. Et donc, de ce point de vue, la responsabilité pénale protège le bon ordre social, là où la responsabilité financière protège le bon ordre des finances, pour reprendre les mots de Oriou. Qu'est-ce qui distingue, deuxièmement, la responsabilité financière de la responsabilité disciplinaire? Ici encore, des éléments qui sont assez caractéristiques de la responsabilité disciplinaire. Les deux types de responsabilités visent un cercle restreint de justiciables, plutôt des agents publics ou des employés dans les services publics. Et les deux types de responsabilités, financières et disciplinaires, répriment des manquements à des obligations professionnelles ou fonctionnelles. Mais néanmoins, la responsabilité disciplinaire se distingue nettement de la responsabilité financière en ce qu'elle vise à assurer le bon fonctionnement du service public et réprime un comportement général jugé incompatible avec le service, refus de se conformer aux ordres, indiscrétion, absence de loyauté, menaces, injures, etc. Donc, là, il n'y a pas souvent de définition textuelle des fautes disciplinaires. La faute disciplinaire est relativement indéterminée, alors qu'au contraire, la responsabilité financière frappe des gestionnaires qui commettront des fautes et des violations aux règles qui sont, pour le coup, extrêmement bien définies. Et puis, surtout, les peines disciplinaires se distinguent des peines prononcées par le juge financier, puisque les peines disciplinaires ont toujours un lien plus ou moins direct avec l'exercice même de la fonction. L'exclusion temporaire de fonction, les déplacements d'office, mise à la retraite d'office, révocation, etc., ont des liens avec l'exercice de la fonction, ce que n'a pas du tout l'amende que prononcera le juge financier, puisque il s'agira d'amendes en lien plafonnées avec des exigences évidemment qui rappellent le salaire, mais qui n'ont rien à voir avec l'exercice de la fonction. Et je dirais même que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer des fonctions de comptable ou d'avoir la qualité de l'ordonnateur qui avait été prévue par la loi d'habilitation n'a pas été retenue par l'ordonnance. Donc, ce qui confirme, a fortiori, le fait qu'il n'est pas question ici de réprimer l'atteinte à une obligation professionnelle à proprement parler. Je terminerai en disant quelques mots de la sélectivité de ce nouveau régime. Responsabilité financière, elle est originale aussi en ce qu'elle est sélective, pour ne pas dire relativement restrictive. En tout cas, elle entend opérer des sélections dans les gestionnaires qu'elle entend frapper, dans les infractions qu'elle entend réprimer. Alors, c'est ici encore une intention assumée des auteurs de la réforme. Sélectivité dans le champ étroit des justiciables, qui exclut encore les élus locaux et les membres du gouvernement. Sélectivité dans les conditions d'engagement de la responsabilité. Faute grave, préjudice financier significatif et une infraction aux règles d'exécution des recettes et de dépenses. Et puis, sélectivité dans les sanctions, puisque le montant des amendes a été divisé par 2, 6 mois de rémunération annuelle, alors qu'auparavant c'était 1 an, dans la nouvelle ordonnance. Alors, cette sélectivité, elle étonne un peu et elle détonne un peu parce que la tendance est plutôt à l'élargissement de la responsabilité qui pèse en général sur les agents publics. On a depuis les années 90 une pénalisation accrue des fonctions publiques. On a vu dans les années 2010 émerger
des exigences déontologiques très importantes, et même la responsabilité administrative de droit commun est une responsabilité qui s'élargit au bénéfice des victimes, recul de la faute lourde, élargissement des régimes d'indemnisation, élargissement de la responsabilité sans faute. Alors cette sélectivité de la répression financière, elle est critiquable, elle s'explique par le souci de laisser s'épanouir la performance, la responsabilité managériale, mais je dirais que surtout, et je voudrais en terminer par là, cette sélectivité du régime est en fait assez révélatrice de la nature profondément, intimement administrative du régime de responsabilité du gestionnaire public. Ce régime n'est pas un régime de responsabilité de l'administration, ça n'en reste pas moins un régime administratif de responsabilité, et d'ailleurs le juge financier reste un juge administratif. Alors pourquoi cette sélectivité porte-t-elle les traces ou les stigmates du caractère intimement, profondément administratif de la responsabilité financière? D'abord parce que le gestionnaire public n'est pas un responsable comme les autres. Il est chargé d'une fonction publique, il ne faut pas décourager, paralyser par une responsabilité trop tatillonne ou trop lourde son esprit d'initiative qui derrière porterait atteinte au bon fonctionnement du service. Surtout, la faute du gestionnaire n'est sans doute jamais ou rarement une faute purement personnelle. Elle est toujours commise, en tout cas dans l'exercice des fonctions, alors, sauf les hypothèses évidemment de pure faute personnelle, pénale, etc., mais sinon, souvent commise, toujours, voire souvent commise dans l'exercice des fonctions, elle résulte peut-être, la faute du gestionnaire public, toujours plus ou moins d'une faute de service, d'une mauvaise organisation du service. Et donc la sélectivité du régime permet de ne pas imputer trop facilement à des personnes des erreurs qui sont en réalité peut-être imputables à la collectivité ou qui relèvent de la responsabilité collective. Et donc, je crois que cette condition de gravité qui a été ajoutée à la faute permet de réprimer les fautes qui sont vraiment inexcusables, vraiment détachables des fonctions. Mais l'idée demeure de ne pas trop sévèrement punir un gestionnaire public alors que sa responsabilité est peut-être en partie imputable à la collectivité ou à l'État. Et puis, deuxièmement, et j'en termine là, l'idée aussi que l'État ou les personnes publiques ne sont pas des victimes comme les autres. Que l'État ou les personnes publiques peuvent peut-être plus facilement supporter les préjudices financiers qui leur sont causés. Et surtout, peut-être que l'État ou les collectivités publiques demeurent toujours peut-être un peu responsables du préjudice financier qui leur est causé, dans l'hypothèse où la faute du gestionnaire, même lorsqu'elle est grave, n'est jamais ou rarement une faute purement personnelle. Et j'aimerais ici paraphraser Léon Blum dans ses conclusions sur l'arrêt Lemonnier. On pourrait dire aujourd'hui, la faute du gestionnaire se détache peut-être du service, mais le service ne se détache peut-être jamais totalement de la faute du gestionnaire. Et de ce point de vue, il n'est pas illogique que la collectivité assume une partie du préjudice financier du fait que ces préjudices ne seront plus réparés par une mise en débet. Et c'est notamment le cas lorsque des paiements indus, faits en l'absence de crédit indisponible ou sans autorisation budgétaire, en réalité n'iront pas dans les poches des gestionnaires, mais ont bien été employés au profit de la collectivité publique, au profit du service public, même si évidemment ces dépenses sont complètement irrégulières. Voilà, alors je ne sais pas si on est plus éclairé sur le régime de responsabilité du gestionnaire public. En tout cas, il me semble que ce régime est empreint d'une certaine logique. Je vous remercie de votre attention.